toutes et à tous. Bienvenue pour la session d'aujourd'hui sur les actifs numériques et deep tech. L'Europe est-elle au rendez-vous de l'innovation? Je vais laisser chaque intervenant se présenter brièvement pour commencer. Bonjour, je suis Yves Chauffati, je suis fondateur de Tobam. Bonjour, je suis Pierre-Henri Chapaz, je suis partenaire de Rothschild & Co en charge de nos activités de banque d'affaires en Europe dans le secteur des technologies. Bonjour, Marianne Demarquis, je suis en charge de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Swift. Et je suis également, et parce que je vais intervenir avec mes deux casquettes, je suis également présidente du comité finance numérique et cas d'usage de Paris Europlace. Bonjour à tous, Stéphanie Lheureux, je suis responsable actif numérique chez Euroclear. Bonjour à tous, Jean-Marc Stenger, je travaille pour le groupe Société Générale où je m'occupe de développer les activités et services sur actifs numériques, notamment au travers de notre filiale Société Générale Forge. Merci. Nathalie Assauzine, je suis associée chez Jones Day en finance de marché. On va commencer, après le discours de ce matin sur la souveraineté économique et la souveraineté monétaire, on va commencer par parler de moyens de paiement. Je vais m'adresser à Marianne. Les moyens de paiement jouent un rôle fondamental dans l'économie et le bon fonctionnement des marchés. Peut-on dire que l'Europe est au rendez-vous de l'innovation en ce qui concerne les moyens de paiement? Alors, merci pour votre question. Effectivement, d'abord, les paiements, évidemment, font partie de la résilience ou l'autonomie stratégique de chaque pays, et en l'occurrence en Europe, évidemment, c'est un point fondamental et fait partie justement de l'autonomie stratégique de l'Europe. Quand on regarde juste quelques stats, par exemple, sur Swift, qui est un acteur européen, mais qui est un acteur mondial également, on a à peu près 50% de nos paiements qui sont liés au commerce international. Donc vraiment, les paiements, évidemment, font partie c'est la colonne vertébrale de l'économie. Sans paiement et sans autonomie sur les paiements, on n'assure plus l'autonomie et la résilience de l'économie. Alors, au niveau européen, en fait, quand on regarde un peu les paiements en Europe, on peut dire qu'on est vraiment, on fait partie des leaders mondiaux dans l'innovation, la modernité, la modernisation des paiements. Alors, la modernisation des infrastructures de paiement, on a une modernisation également de l'écosystème des paiements avec une prolifération de fintech, de big tech. On a des très grands players comme Worldline par exemple, et Adyen. On a des très grandes banques qui font partie des plus grandes banques dans les paiements aussi internationaux, domestiques, intra-européens et internationaux. Donc on a des très grands acteurs et on se dirige vers le paiement instantané, donc l'instant payment pour toutes les transactions, avec une réglementation qui a ouvert l'innovation avec la directive sur les services de paiement numéro 1, numéro 2, bientôt numéro 3, et avec d'autres réglementations du type le paquet de finances numériques, notamment avec MiCA, qui a aussi ouvert la voie aux actifs numériques qui n'étaient pas considérés ni comme titres financiers ni comme monnaie, mais actifs numériques. Donc là, il y a le règlement MiCA. Et puis, on voit également, donc ça, c'est des paiements plutôt traditionnels. MiCA, c'est des actifs numériques. Et on voit aussi des évolutions, donc le gouverneur on a parlé ce matin, des banques centrales, alors partout dans le monde, et en particulier en Europe, vers les monnaies numériques banques centrales, donc le futur de la monnaie, donc en tout cas la monnaie banque centrale, donc monnaie numérique qui devrait permettre non seulement les échanges commerciaux, retail, etc., mais également dans toute la partie interbancaire pour soutenir la tokenisation de l'économie. Donc là, on va en parler, je pense, mais ce qui est important, on voit que il y a de plus en plus de projets. La BCE a monté un groupe de travail avec des expérimentations à partir du mois de mai et tout au long jusqu'en novembre, avec des expérimentations de mise à disposition de monnaie numérique banque centrale
pour les acteurs des marchés de capitaux pour pouvoir participer et tokeniser des actifs financiers et faire pas mal de cas d'usage de delivery versus payment et tout un tas de cas d'usage différents dont on parlera certainement. Donc voilà, donc on est vraiment, je pense, à la pointe par rapport à d'autres pays et on est dans une direction importante. Et juste un mot sur la tokenisation, et on en reparlera, je pense, un peu plus tard aussi. La tokenisation d'actifs, donc de l'économie, pourrait aussi permettre c'est une autre voie de financer l'économie européenne. Donc on en parlera aussi. Merci beaucoup, Marianne. Et pour rebondir sur vos propos, je propose, Stéphanie, que vous nous parliez un peu plus en détail de ces différents projets CBDC, monnaie numérique de banque centrale. Je vous laisse la parole. Merci. Donc effectivement, Marianne en a très bien parlé, il y a des expérimentations qui ont démarré il y a quelques mois. Mais même avant ça, en fait, juste pour revenir un petit peu en arrière, donc c'est des sujets qui sont dominants chez les banques centrales depuis un petit bout de temps, et même en France, dès 2020, il y a eu des premières expérimentations qui ont été menées par la Banque de France et à laquelle un certain nombre d'acteurs ici présents ont participé, dont Euroclear, dont Forge. Donc on voit que c'est des sujets sur lesquels on est assez précurseur, assez bien positionné. Aujourd'hui, c'est remonté au niveau européen et effectivement, il y a 3 banques centrales qui permettent à tous les acteurs de la place et au niveau de l'Europe de participer à ces expérimentations. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a différents modèles. L'Europe est en train de regarder comment, et les banques centrales européennes, quel est le bon modèle, comment ça peut fonctionner, comment ça peut apporter de la valeur, et notamment pour la partie tokenisation, quand les actifs numériques, quand les actifs financiers sont enregistrés et circulent en blockchain. On sait que c'est un des grands freins à l'adoption et au développement de cette activité. On participe avec Paris Replace dans le groupe de Marianne aux discussions autour de ça, à la mise en place d'un groupe de travail et d'expérimentation de la place française pour participer avec la Banque de France à ces expérimentations. Et donc ça va permettre de regarder concrètement comment on peut émettre une obligation qui va être enregistrée et circulée nativement en blockchain et réglée en monnaie banque centrale directement en blockchain. Donc ça peut paraître très abstrait pour ceux qui sont un peu loin de tous ces sujets-là, mais c'est vraiment ce qui va permettre demain d'apporter un certain nombre de bénéfices pour à la fois le financement de l'économie, pour permettre d'enlever et de simplifier tous ces processus et toutes ces opérations de règlement livraison, de post-trade, de réconciliation qu'il peut y avoir dans le système bancaire. Et c'est des sujets aujourd'hui dans le monde, 90% des banques centrales travaillent dessus. Il y a des projets qui sont relativement avancés aussi. Il y a eu une annonce je crois cette semaine sur un projet qui est soutenu par la BIS qui s'appelle Mbridge sur des banques centrales et du cross-border. Mais on voit qu'au niveau européen, il y a un gros push qui est fait. Les banques centrales sont au rendez-vous et les acteurs aussi. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est plusieurs dizaines d'expérimentations qui vont avoir lieu dans ce cadre-là. Donc on peut s'attendre à vraiment pas mal de bruit, pas mal d'émissions dans les mois à venir. Euroclear, bien sûr, en tant que plateforme supportée par Paris Replace pour les expérimentations de place, va être présent au rendez-vous, mais beaucoup d'autres acteurs et beaucoup d'autres acteurs bancaires et des startups et fintech, plus petits établissements, vont répondre présents aussi pendant ces expérimentations. Merci beaucoup. Pour finir sur le sujet moyen de paiement, Marianne, quels sont les challenges ou les limites que vous apercevez en termes d'innovation en matière de paiement? En fait, on a beaucoup d'innovations, comme je le disais, donc en Europe mais partout dans le monde, avec de nombreuses solutions. Donc on parle des monnaies numériques banque centrale, il peut y avoir aussi des paiements instantanés, d'autres plateformes pour des raisons géopolitiques également. On peut avoir la création potentielle de systèmes alternatifs. Et donc tout cela crée de la fragmentation.
en fait. Parce que, par exemple, pour les monnaies numériques banque centrale, chaque banque centrale va réaliser sa monnaie numérique avec probablement, enfin, avec des enjeux domestiques ou régionaux, mais avec sa propre technologie ou des technologies différentes, des protocoles différents, etc. Donc, l'enjeu de cette industrie des paiements qui se développe beaucoup, qui est innovante, mais qui se fragmente, c'est de pouvoir continuer à interconnecter ces différentes plateformes et assurer l'interopérabilité. C'est-à-dire que de façon assez fluide, les intermédiaires financiers, les banques, les prestataires de services de paiement puissent intervenir sur toutes les plateformes, que ce soit sur les paiements ou sur par exemple dans les titres, sur les actifs tokenisés. Donc il est important, et Swift, de par sa nature et son ADN, il est important de se positionner. Donc Swift se positionne sur ce sujet d'interopérabilité, et quelle que soit finalement la forme que va prendre la valeur, que ce soit la valeur des paiements traditionnels, que ce soit des titres traditionnels, que ce soit des titres tokenisés ou des monnaies numériques banque centrale, eh bien, de pouvoir assurer justement les échanges entre ces monnaies, entre ces différents pays, ces différents systèmes. Merci Marianne. Nous allons parler maintenant d'autres instruments d'échange, cryptoactifs plus exactement. Yves, peut-on, quand on parle de cryptoactifs, doit-on parler de monnaie? Comment le Bitcoin est-il intégré dans la stratégie d'innovation en Europe? Et quelle différence constatez-vous en Europe par rapport aux États-Unis, notamment face au succès des ETF Bitcoin? Ok. Les États-Unis, c'est un marché que je connais bien. 68% des clients de Tobam sont en Amérique du Nord. Et Tobam a commencé dans les cryptoactifs en 2013. En 2017, on a lancé, avec l'aide de l'AMF, le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde. Alors, sur ce qu'on a fait en 2017, ouvrir un fonds ouvert, créer un fonds ouvert sur le Bitcoin, en fait, c'est ce qu'a fait BlackRock, Invesco, Franklin Templeton, Fidelity, il y a quelques mois. Tiens, j'ai sauté 4 acteurs, il n'y a aucun Européen. Ah tiens, c'est rigolo. On n'est peut-être pas au rendez-vous d'innovation sur ce sujet-là. En fait, c'est pas grave, parce que les ETF, c'est encore un tout petit, les ETF dans le monde des cryptoactifs. Ce qui compte aujourd'hui, pour savoir si on est bien positionné ou pas, c'est pas les ETF, c'est plutôt les exchanges. On peut dire qu'on a fait fort. En Europe, le plus gros exchange européen, c'est Bitstamp. Il est 16e mondial. Ah non, pardon, excusez-moi, il vient d'être acheté par les Américains la semaine dernière. Donc le premier exchange européen, c'est Paymium, il est 135e mondial. Là, on est au rendez-vous encore de l'innovation concernant les cryptos. On a le 135e mondial. On était bien parti. Paymium, c'est le plus ancien exchange du monde. Le fondateur de Paymium, c'est Pierre Noisa. C'est quelqu'un qui correspondait avec Satoshi Nakamoto, qui était dans la liste de distribution de Satoshi Nakamoto. Là, on a des gens géniaux, mais on n'en fait absolument rien. Donc on est bon pour innover, surtout au niveau réglementaire. Après, pour développer du business, on abandonne ça. Comment ça se fait? En fait, vous parliez des États-Unis, et puis on doit parler de l'Europe aussi. Il y a une ligne de fracture entre ces deux continents, qu'on appelle l'Atlantique. Et la différence entre ces deux continents, de mon point de vue, quand je réfléchis un peu à la raison de cette divergence fondamentale, c'est qu'en Europe, quand il y a une innovation technologique, on va regarder ça sous l'angle du bien et du mal. On va se poser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Comme si une innovation technologique relevait du bien et du mal. Aux États-Unis, quand il y a une innovation technologique, on va regarder est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et si ça marche, on va essayer d'en tirer profit, on va essayer d'en tirer avantage. Moi, quand j'ai lancé le premier fonds ouvert investi en Bitcoin au monde, toute la clientèle de Tobam est une clientèle institutionnelle, j'ai reçu des lettres de DG, d'institutions françaises qui me disaient Tobam a une superbe réputation, tu vas l'abîmer en finançant le terrorisme et les marchands de drogue et les narcotrafiquants. J'ai des lettres de ça, un jour je les montrerai parce que elles valent leur pesant de cacahuètes. Aujourd'hui, Fidelity, Invesco, Franklin Templeton, BlackRock se sont abîmés en faisant ce que j'ai fait moi il y a 7 ans. Donc si on devait arrêter d'utiliser les outils qu'utilisent les terroristes et les trafiquants d'armes, je vous suggère de jeter vos smartphones, vos lunettes, vos pantalons aussi, après tout, soyons gais, et puis tombons la culotte. Voilà.
Évidemment qu'il faut utiliser ce qu'ils utilisent. Hein, il ne faut pas l'utiliser de la même manière, mais il faut faire usage de ça. Hein, quand on voit... effectivement, j'ai déjeuné pour conclure... j'ai eu la chance extraordinaire de déjeuner il y a 2 semaines avec le président de Bloomberg, hein, M. Dorsey, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Au bout d'1 heure et demie du déjeuner, on avait parlé que de réglementation et de carbone. Je lui ai dit, monsieur, vous nous dites des choses extrêmement intéressantes, mais j'ai une question pour vous. Si vous auriez eu ce type de dîner avec des dirigeants de sociétés de gestion aux États-Unis, de quoi auriez-vous parlé? Auriez-vous parlé de réglementation et de carbone? Il m'a dit non, on aurait parlé d'intelligence artificielle, on aurait parlé de Bitcoin, on aurait parlé de la Fed, on aurait parlé de la Chine. Et je ne pense pas qu'on aurait parlé à aucun moment de la réglementation et du carbone. Okay, aujourd'hui, il y a 2 sessions, il y a cette session-là, hein, on va parler d'innovation, il y a une autre session en parallèle, on va parler de l'Europe et sera-t-elle au rendez-vous de la décarbonation? Ben, l'Europe, c'est 6% d'empreinte carbone de la planète. Ok. Et l'innovation, ben, c'est le parent pauvre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, oui. Je vais passer la parole à Jean-Marc. Stablecoin, le bon, le mal. Cryptoactifs, donc les cryptoactifs peuvent également maintenir un prix stable via une indexation sur une réserve d'actifs. C'est peut-être ce qui en Europe a diabolisé la vision qu'ont les gens de certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, un problème d'instabilité. Quel est le rôle que peuvent avoir les stablecoins dans l'écosystème de l'innovation? Oui, tout à fait. Alors, moi, je garderai mon pantalon en matière d'innovation, mais pour revenir sur ce que disait Yves, et tu as quand même en partie raison, c'est vrai qu'on a un terreau extrêmement favorable en Europe pour promouvoir l'innovation. On s'en saisit pas forcément toujours très bien. En matière d'actifs de règlement stable, de stablecoin, c'est vrai qu'on a une opportunité immense avec le cadre réglementaire MiCA, donc Market in Crypto Active, qui rentre en application fin du mois et qui va créer pour une fois un marché unique sur ces actifs numériques européens. C'est unique au monde, hein, il n'y a pas d'autre endroit. On est relativement en avance et c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs positionnés en Europe qui sont particulièrement bien placés, en particulier des acteurs bancaires. Peut-être juste pour refaire un tout petit pas en arrière. En matière d'actifs numériques de règlement, on a 2 grandes catégories. Hein. C'est comme dans le monde courant que l'on connaît. Vous avez la monnaie commerciale et la monnaie de banque centrale. La monnaie de banque centrale, son pendant numérique, c'est la monnaie numérique de banque centrale. Hein. Aujourd'hui, toutes les banques centrales du G7 préparent des projets de ce type-là. La banque centrale qui est parmi la plus avancée, c'est la BCE, avec des travaux exploratoires très avancés, avec des prototypes d'euros numériques qui existent. Hein. Il y a 3 modèles majeurs. Tu le mentionnais, il y a des expérimentations concrètes, des dizaines d'expérimentations qui ont cours en ce moment parmi les banques européennes, et donc un calendrier d'avancement, même si aucune décision officielle de lancement n'a été prise, qui est extrêmement clair, avec un horizon aux alentours de fin 2025-2026. Sur la monnaie commerciale, on a 2 grands modèles, ce qu'on appelle les dépôts tokenisés, c'est-à-dire de la représentation numérique sur des infrastructures distribuées, typiquement des blockchains, de dépôts bancaires. Alors il se trouve que effectivement aujourd'hui les 2 acteurs les plus avancés sur ce modèle-là sont 2 grandes banques américaines qui promeuvent leurs moyens de paiement numériques hein, pour des volumes d'échanges journaliers qui atteignent déjà des montants de l'ordre du $1 milliard. Ce qui est faible hein, au regard du montant des paiements quotidiens, mais on arrive quand même déjà à des chiffres importants avec des clients qui sont des gros corporates internationaux. Et le deuxième modèle prédominant, c'est un modèle que privilégie d'une certaine façon le système européen, ce qu'on appelle les stablecoins, qui se trouvent effectivement trouver leur usage principal aujourd'hui dans les écosystèmes de crypto-monnaies. Il faut savoir que les stablecoins sont utilisés en pivot de transactions dans quasiment tous les échanges crypto. C'est très rare que 2 paires de crypto traitent l'une face à l'autre. Hein. En général, vous avez toujours un pivot entre les deux au moyen d'un stablecoin. Donc ça crée des capitalisations boursières
très importante pour ce type d'actifs, autour de 160 milliards de dollars aujourd'hui, mais surtout des volumes d'échanges extrêmement importants. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce genre de moyens de paiement diffuse petit à petit en dehors de la sphère crypto. Et je pense qu'avec l'arrivée de MiCA, on va avoir une très forte accélération de l'usage de ces types de stablecoins. Société Générale, au travers de notre filiale, nous avons lancé notre propre stablecoin, l'euro convertible. Aujourd'hui, vous avez deux usages principaux en dehors de l'écosystème crypto. Le premier, c'est pour de la distribution et du paiement cross-border. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agences de l'ONU, par exemple, qui utilisent directement des paiements stablecoin pour promouvoir et distribuer de l'aide humanitaire dans des régions où les systèmes bancaires sont très faiblement développés. Plus proche de nous peut-être, les deuxièmes types d'usages qui se développent beaucoup sont dans l'utilisation de stablecoins pour du règlement livraison de titres tokenisés. On va en parler dans une minute. À la Société Générale, par exemple, nous avons réalisé une transaction, par exemple, avec le groupe AXA. Plusieurs fonds d'investissement du groupe AXA qui ont acheté des obligations vertes au format numérique, réglées en stablecoin. C'est un moyen extrêmement efficient de procéder à ce règlement livraison, extrêmement rapide, quasiment instantané et surtout quasi gratuit. Merci. Et parlons de Convertible, Yves, Convertible listé sur Bitstamp. Voilà, pour renouer. Tout à fait. Titres numériques, passons au titre numérique. Le marché des titres numériques est en plein essor. Vous parliez des obligations tokenisées vertes. Comment l'Europe a-t-elle su se positionner de manière ambitieuse sur les titres numériques ? Quelle est la dynamique que vous observez en termes d'expérimentation au sein des marchés de capitaux ? Est-ce que vous observez une montée en compétence des différents acteurs européens ? On parlera des infrastructures plus tard, mais quel est le niveau de sophistication actuel des acteurs traditionnels ou des nouveaux entrants ? Et à quand estimez-vous le passage de l'expérimentation vers la généralisation ? Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est un marché qui est encore très jeune, très naissant. Là aussi, on a un cadre réglementaire assez original en Europe, donc avec le régime pilote, qui permet de bénéficier d'un certain nombre d'exemptions à des règlements directives plus traditionnels et qui permettent l'innovation. Et c'est vrai qu'on a un terreau de banques, notamment en Europe, particulièrement innovantes sur le secteur, qui ont pu développer les premières expérimentations, les premières transactions sur ces titres numériques. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un titre numérique ? C'est une représentation numérique d'un titre financier sur une infrastructure décentralisée. Donc, ce sont des titres autoportés qui existent par eux-mêmes sous la forme de jetons déployés directement sur des infrastructures blockchain qui permettent de bénéficier de l'effet réseau de ces infrastructures, donc d'une distribution du titre facilitée par rapport aux infrastructures de marché qu'on connaît aujourd'hui, de bénéficier de toute la rapidité, mais aussi de toute la programmabilité qu'on peut inclure dans ces jetons. On peut programmer le titre en lui-même, par exemple un paiement de coupon d'une obligation numérique, c'est quelque chose qui peut se déclencher directement par le titre, donc vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur des infrastructures externes, typiquement des middle office, des back office pléthoriques et non synchronisés entre différents intermédiaires financiers qui ralentissent les opérations, qui créent du risque opérationnel, du risque de règlement livraison, mais également des coûts, évidemment, de transactions. Et donc là aussi, on a un marché qui se développe petit à petit. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a principalement 3 classes d'actifs qui tirent ces développements. Le marché des obligations, pour commencer. C'est un marché extrêmement large, extrêmement profond, évidemment, mais c'est aussi, par certains aspects, un marché extrêmement inefficient à tous égards. Deuxième catégorie de titres sur lequel on voit beaucoup de développement, ce sont les parts de fonds d'investissement. Là, c'est plutôt une logique de distribution et de fractionnalisation, puisqu'un titre numérique, finalement, la dénomination du titre peut être aussi petite que l'on veut. Donc, pour de la distribution, c'est extrêmement intéressant. La troisième catégorie de titres sont les dérivés listés.
C'est plutôt la logique de programmabilité et de fiabilité, d'authenticité du titre numérique qui sont recherchés. Et on voit différentes initiatives se développer en Europe, donc encore une fois, notamment au travers du régime pilote. Aujourd'hui, il y a 5 projets principaux en Europe, 5 places de marché intégrées, donc de l'étage MTF, Exchange, jusqu'à l'étage CSD, qui sont en préparation. Ce sont des infrastructures de marché, donc ce sont des projets qui sont un peu longs à aboutir. Ce sont des discussions qui ont démarré entre ces acteurs il y a déjà 1 an ou 2, mais qui vont probablement aboutir dans les mois qui viennent. Et on va probablement voir émerger en Europe de nouvelles places de marché intégrées qui pourront permettre de tirer parti de cette automatisation, de cette capacité accrue de distribution, de cette simplification des process, et qui seront peut-être de nature effectivement à faciliter le financement des entreprises, des projets en Europe, au sein de l'Union européenne, mais également, pourquoi pas, aller tirer des sources de financement en dehors de l'Union européenne. Alors, je vais peut-être me permettre juste de réagir et de rebondir un peu sur ce qui a été dit, notamment sur la partie obligation et sur tout ce qui est actif traditionnel qui règle aujourd'hui dans des infrastructures. Effectivement, Jean-Marc le disait, on est encore au tout début des actifs numériques là-dessus. Les volumes et le nombre d'émissions se comptent pas sur les doigts d'une main, mais presque. Et au total, globalement, pas en France, mais dans le monde. Alors que tous ces process sont complètement automatisés et à travers toute la chaîne d'intermédiation du post-trade. Donc effectivement, avec cette chaîne d'intermédiation qui crée un certain nombre de problématiques de réconciliation ou de break dans le process, mais néanmoins, des infrastructures comme Euroclear, par exemple, aujourd'hui ont 40 trillions sous custody et gèrent et règlent l'équivalent du PIB mondial tous les mois dans les livres. Donc c'est des montants qui sont massifs à côté d'un actif qui reste vraiment au tout début de son adoption et donc avec une difficulté aussi à libérer de la valeur. Et donc il faut bien penser, on a toute une infrastructure qui est en place, qui a ses imperfections mais qui fonctionne quand même plutôt bien globalement. Et on a la promesse de la DLT, des digital assets, de la blockchain pour libérer un certain nombre de valeurs. Mais pour faire ça, en fait, c'est vraiment une promesse un petit peu long terme sur lequel il faut pouvoir se projeter. Il y a des coûts de transformation qui sont extrêmement importants. Et donc, il faut bien garder toujours en tête quelle valeur on peut débloquer pour l'écosystème. Et tout en faisant ça, est-ce qu'on garantit le même niveau de résilience, le même niveau de sécurité, l'asset protection, tous ces sujets-là qui sont super importants pour pouvoir passer à l'échelle et qui sont en train de se discuter. Et donc, aujourd'hui, je veux faire la différence entre les bénéfices long terme et la réalité du terrain, où on voit que c'est quand même compliqué. Il n'y a pas tant d'émetteurs que ça qui sont prêts, qui sont là sur le devant de la scène pour venir émettre, parce que les bénéfices sont pas si simples que ça à libérer court terme. Aujourd'hui, c'est plutôt un coût légal pour comprendre ce que ça veut dire, mettre à jour son prospectus, sa documentation, enfin tous ces éléments-là. Et puis, c'est pas intégré dans la chaîne informatique, donc il y a pas mal de travail opérationnel à faire. Donc, il faut bien comprendre que la différence entre les promesses et la réalité du terrain. Et donc là, ça va être un vrai moment intéressant, puisque comme on a toutes ces expérimentations ECB qui arrivent, il va y avoir beaucoup d'émissions, donc comment le marché va pouvoir les absorber également, et comment on va pouvoir passer à l'échelle. Cette problématique du passage à l'échelle, d'avoir des early adopteurs et de débloquer de la valeur, pour moi, est extrêmement importante. Peut-être un peu plus compliqué sur des actifs traditionnels qui règlent déjà dans les infrastructures, mais qui peuvent être vraiment très intéressants à regarder pour d'autres classes d'actifs qui n'ont pas encore aujourd'hui d'infrastructure. On parle du financement, par exemple, des PME, ça peut être des sujets intéressants, ou pour certains cas d'usage sur lesquels il y a vraiment de la valeur à aller chercher et des améliorations court terme. On peut parler de la mobilisation du collatéral, de l'intraday repo, tous ces sujets-là où on est sur de l'instantanéité, ou la possibilité de pouvoir suivre, de plus être contraint par les time zones et les cut-off des différents systèmes. Donc il y a pas mal de sujets sur lesquels je pense le marché se cherche encore pour trouver comment utiliser au mieux cette technologie, libérer de la valeur court terme et débloquer ses bénéfices. Et pour rebondir sur ce sujet, est-ce que les infrastructures de marché de demain sont celles d'aujourd'hui qui sauront s'adapter à l'innovation, ou est-ce que ce seront
des nouvelles infrastructures qui auront fait le nécessaire pour être agréées en tant que DLT, MTF, SS ou TSS, des nouveaux entrants, ou est-ce que voilà, est-ce que c'est un mix des deux? Comment est-ce que le paysage de l'Europe de demain, en termes d'infrastructure de marché, de dépositaire central, de plateforme de négociation, de quoi aura-t-elle l'air, cette Europe de demain? Donc le sujet des infrastructures et des titres, comme on vient de le dire, c'est quand même des sujets de masse. Donc il faut avoir cette masse. Donc effectivement, on voit beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent, qui pour l'instant sont des travaillent en silo avec très peu de participants connectés. Donc ça, c'est un problème pour eux pour grossir. Donc les acteurs en place ont forcément un avantage parce que on a le stock, on a le réseau connecté, on a la confiance et la réglementation, etc. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Ceci dit, juste pour être un petit peu pour remettre en question, on a vu dans des industries autres des grosses transformations et des acteurs majeurs et dominants sur le marché qui n'ont pas réussi à prendre ce virage, que ce soit, je ne sais pas, sur la téléphonie mobile, on a tous des exemples en tête. Moi, j'avais mon Nokia quand à la fac et aujourd'hui, c'est plus les Nokia que tout le monde a. La même chose dans l'électricité, la voiture électrique, où il y a certaines marques qui ont investi des milliards en R&D, mais pas sur le sujet de la voiture électrique et qui se sont laissés complètement. On a vu des nouveaux acteurs entrer. Ça ne veut pas dire que les acteurs en place ne sont pas là, mais ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience à être au rendez-vous de cette innovation, à être actif dans l'innovation et à savoir, je pense, collaborer avec l'écosystème d'acteurs déjà en place, parce que la blockchain, c'est un jeu d'écosystème. Il faut être plusieurs autour du réseau pour pouvoir transacter ensemble et dégager de la valeur, et avec aussi toutes ces fintechs qui apportent une innovation plus disruptive et poussent à aller plus loin, et donc il y a une vraie synergie et collaboration à aller chercher. Après, on voit aussi qu'il y a des gros acteurs dans le monde, et il va en parler tout à l'heure, notamment Digital Exchange et ceux qui sont en train d'arriver, qui ont démarré sur des sujets peut-être plus crypto, qui commencent à avoir un écosystème et peut-être des participants qui sont un petit peu différents. C'est pas forcément les mêmes business models et les mêmes acteurs, puisque c'est beaucoup plus retail, mais qui peuvent aujourd'hui, qui ont l'envergure, les moyens, d'aller attaquer des nouveaux marchés peut-être plus traditionnels. Il faut qu'ils réussissent aussi le virage de la réglementation. Merci. Oui, Jean-Marc. Si je peux juste rajouter un mot, parce qu'effectivement, sur ces sujets, personne n'a de boule de cristal et ne sait quelle sera la trajectoire de demain. Il y a quand même un enjeu extrêmement fort qui est largement partagé maintenant d'union des marchés de capitaux en Europe pour servir les financements des entreprises et de la transition énergétique. Dans cette question, il y a une question qui est centrale, c'est la question de l'infrastructure des métiers titres en Europe. En Europe, on a plus de 80 CSD. C'est une vraie problématique de fluidité des échanges des titres en Europe. Aux États-Unis, il y en a un. C'est un enjeu majeur de transition. Ces technologies dont on parle, même si le chemin de transition est difficile, et ces opportunités en matière d'innovation sont une des solutions possibles de synchronisation de ces infrastructures. Donc c'est aussi beaucoup dans ces transitions à moyen terme, je pense qu'il faut lire ces innovations. Alors, juste, je vais me permettre, je crois que c'est 20 CSD, pas 80, dont 2 qui font 90% ou quelque chose comme ça des échanges. Mais effectivement, la notion, c'est une vraie problématique et des vraies discussions. Qui sont vraies aussi avec toutes ces notions de TSS qui sont en train d'émerger. Merci. Alors, dans cette thématique ambitieuse d'aujourd'hui, je pense que nous avons bien couvert le volet actif numérique. On va passer au volet deep tech, écosystème. Pierre-Henri, nous avons besoin de deep tech pour assurer l'avenir de l'Europe. Transformer, nous avons parlé de transformation, d'innovation, moyens de paiement, produits financiers. Mais également, ce dont on n'a pas parlé, c'est les innovations en termes de process, de systèmes, l'intelligence artificielle, les gains de productivité, l'automatisation, l'amélioration des processus de décision. Quel est le paysage européen des deep tech et de l'innovation? Quels sont les cas d'usage? Sont-ils assez ambitieux?
Est-ce que les deep tech font face à un avenir certain en Europe? Écoutez, en matière de deep tech, je crois qu'il y a 4 technologies majeures dont va dépendre la possibilité, à mon sens, d'une souveraineté européenne. L'intelligence artificielle générative, le quantique, le spatial et l'énergie. Je m'explique. L'intelligence artificielle générative, elle est essentielle parce qu'elle va représenter et sur elle va reposer une grande partie des gains de productivité qu'on va pouvoir anticiper dans les prochaines années. L'informatique quantique, sa maîtrise, elle va être nécessaire pour garantir la sécurité de nos systèmes informatiques. Le spatial, il va être essentiel. L'accès à l'espace souverain va être essentiel pour garantir la sécurité de nos systèmes de télécommunication. On voit aujourd'hui l'impact qu'a Starlink, parfois controversé, dans le conflit ukrainien. Et enfin, l'énergie, parce que sans une puissance de génération énergétique décarbonée pour répondre à la demande croissante de consommation énergétique liée au data center, on va perdre un poids géopolitique certain. Et donc c'est un défi que nous devons aussi relever et qui est lié aux 3 enjeux précédents. Et dans ce contexte-là, l'Europe, elle fait des choses très bien, mais il lui manque des briques. Je m'explique. Elle fait des choses très bien parce que l'Europe, elle sait faire émerger des startups qui ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux. Et jusqu'à un certain point, les écosystèmes nationaux européens savent les financer. Exemple, Mistral, dans l'intelligence artificielle, est une société qui a émergé, qui a été financée au départ par des capitaux européens. C'est le cas aussi pour Pascal. C'est le cas aussi pour The Exploration Company dans le domaine spatial. Et donc, on a un écosystème européen qui s'y répond à des levées de 20, 30, 40 millions d'euros en série A, en série B, autour de fonds d'investissement d'une part et de fonds publics. Là, la BPI en France joue un rôle déterminant et dans une mesure plus européenne, la BEI. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on sait bien faire. Et objectivement, c'est quand même une des principales données du problème de faire émerger ces entreprises qui ont un vrai potentiel de leadership. Et je crois que c'est quand même un message très positif qu'on doit retenir. Ensuite, il y a quelque chose qu'on sait moins bien faire, c'est comment répondre à des levées de fonds de 200, 300, 400 millions d'euros. Parce que là, l'Europe n'a pas l'écosystème financier suffisamment efficace pour répondre à ses besoins de manière systématique. Et donc on s'aperçoit que sur ces levées de fonds beaucoup plus larges dont les deep tech ont besoin, Mistral est un exemple, l'exemple le plus récent, eh bien les fonds américains, mais pas seulement, des fonds souverains internationaux prennent le relais. Et c'est là où, si l'on ne crée pas en Europe, de mon point de vue, les conditions pour pouvoir répondre à cette demande d'investissement significatif autour de la deep tech, on risque d'être en écart par rapport à nos objectifs de souveraineté. La finance au cœur de l'autonomie stratégique européenne, c'est bien à ces défis qu'il faut répondre. Alors, certains disent c'est trop tard. Les positions sont déjà prises. En fait, c'est faux. Ces technologies, elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Des positions sont à prendre. Aujourd'hui, pour entraîner un modèle de langage d'intelligence artificielle, le problème, ce n'est pas le gap technologique software. Le problème, c'est l'accès à la puissance de calcul. Et l'accès à la puissance de calcul, c'est une volonté. On n'est pas en retard. Et c'est très important d'en avoir conscience. Et puis, l'autre point que je souhaitais mentionner, c'est que je pense qu'on n'a pas vraiment de plan B. Si vous m'expliquez en matière de deep tech que dans 5 ou 10 ans, nous n'aurons pas la maîtrise de nos modèles d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on court le risque d'être relégué au Moyen-Âge. Et encore plus sans la roue de la charrette. Et donc, par conséquent, on n'a pas de plan B en termes géostratégiques. Et puis, d'un point de vue économique, on pourra y revenir, je pense qu'il est essentiel que l'Europe arrive progressivement à recycler les revenus du capital associés à cette création de valeur. Pour rendre ça un peu concret, aujourd'hui, la capitalisation boursière de Nvidia, c'est 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars, c'est la dette publique française. Mais quand on regarde les actionnaires de Nvidia, ce sont des fonds de pension, ce sont des fonds d'asset management qui gèrent l'épargne des Américains. Et ce n'est pas tout à fait la même chose pour les États-Unis de s'endetter de 3 000 milliards supplémentaires quand, en face de ça, on crée 3 000 milliards de valeur qui est en partie recyclée au sein de la population américaine.
Et je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça dans la perspective du financement de nos modèles spécifiques de protection sociale. Je pense que l'accès aux revenus du capital lié à la deep tech est aussi un enjeu de souveraineté tout à fait majeur si l'on veut s'assurer de la pérennité de nos modèles, de notre modèle, auquel on tient, je crois. Alors, moi, je voudrais juste compléter ce que tu dis, Pierre-Henri, sur effectivement sur la tokenisation d'actifs. Parce que là, tu parles du financement des big tech, etc. Et une façon un peu différente de financer les entreprises, les PME, les nouvelles innovations, ça peut être effectivement le développement de cette tokenisation d'actifs peut être un axe de financement de l'économie. Et là, l'Europe n'est pas en retard. Donc c'est là encore un domaine où on n'est pas. Alors j'ai l'impression que Yves, tu n'as pas l'air d'être d'accord, mais on n'est pas encore en retard dans la levée, le développement du financement de l'économie par la numérisation d'actifs financiers auxquels on n'a pas accès. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des PME, ça peut être des infrastructures ou des projets, financer des plus petits projets, des grands projets, etc. Et là, je pense que on a un axe de développement majeur. Encore faut-il on puisse que ça fasse partie des priorités. Ça l'est pas forcément quand je lis les différents rapports qui sont sortis sur la compétitivité européenne ou sur les priorités européennes, mais ça pourrait faire partie effectivement d'une priorité majeure de développement pour l'Europe. Je vais laisser Yves rebondir. Tu m'apostrophes, il faut quand même que je te réponde. Effectivement, est-ce qu'on est en retard ou pas? Aujourd'hui, on est d'accord à peu près sur une première conclusion. Il n'y a plus de grandes banques en Europe. Il peut aussi il n'y a plus de grandes banques en Europe. Je veux dire, la BNP plus UBS, les deux plus grandes banques européennes, elles font le tiers de Morgan Stanley, qui est une banque moyenne américaine. Donc il n'y a plus de grandes banques en Europe, de banques d'affaires, etc. Il y a des acteurs, mais qui n'ont pas, en termes de capitalisation boursière, une taille aussi importante que les Américaines. Il n'y a plus de grandes banques en Europe. Les acteurs de l'Internet global, il n'y en a aucun d'européen. Okay, la crypto, il n'y a aucun Européen. Mais on n'est pas en retard. Alors là, il va falloir que tu m'expliques ce que ça veut dire. On est tellement en avance que personne ne nous voit, tout là-bas. Dans la tokenisation de l'économie. On parle du financement de l'innovation. Sur le financement de l'innovation, Pierre-Henri, tu l'as dit, qui c'est qui finance l'innovation aux États-Unis? C'est les fonds de pension. C'est l'argent de la retraite qui finance l'innovation. En France, c'est la sécurité sociale qui doit financer l'innovation. On est mal barré quand même. On a une sorte de schéma de Ponzi qu'on appelle la sécurité sociale, et c'est sur ça qu'on compte pour financer l'innovation. Ben voilà, si on parle vraiment de l'écosystème de financement de l'innovation, il faut nommer vous savez, au début est le verbe, il faut commencer par nommer les choses. Si on nomme pas les choses, ben on risque. Il faut nommer le problème. Le bon matheux, c'est pas celui qui trouve la solution, c'est celui qui trouve le problème. Parlons-en du problème. Si on veut parler de financement de l'innovation, ben là les termes sont clairs, tout le monde comprend à peu près ce que c'est financement, et tout le monde comprend à peu près on ne parle pas de tokenisation là. Et en matière de financement de l'innovation, ben on n'est pas en retard, on n'existe pas. On sait financer des levées de fonds de 30-40 millions, pourquoi? Parce que on met en place des schémas qui sont complètement inefficients, comme la banque publique, tout ça, des trucs qui voilà, on ne laisse pas le marché faire son boulot. L'épargne en France, elle est stérilisée dans les comptes surlivrés, elle est stérilisée dans l'assurance vie. On sait que c'est stérile ce truc-là. Ça n'existe que parce qu'ils ont un avantage fiscal. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Donc l'assurance vie, les comptes surlivrés, l'immobilier, c'est ça l'épargne des Français. Ça ne finance pas exactement l'innovation. Il y a une publication qui est géniale, qui est publiée tous les ans par la Banque de France, qui s'appelle « L'épargne des Français ». Lisez ça. Lisez l'évolution de l'épargne des Français entre il y a 40 ans et aujourd'hui. Il y a 40 ans, les Français, ils avaient des actions, ils avaient des portefeuilles actions. Aujourd'hui, il y a 7% des Français qui ont des portefeuilles actions. Il y a 67% des Américains. Alors, vous voulez financer l'innovation?
Mais c'est pas en faisant de la tokenisation que tu vas y arriver. Il faut changer le système. Hein. Tout à fait. Mais ça peut être un axe de développement. Pourquoi? Parce que par la tokenisation, tu peux avoir accès à des actifs ou des projets, rendre liquides et accessibles des projets auxquels tu n'as pas accès aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, grâce à la fractionnalisation possible. Alors, tu peux le faire sans tokenisation, la fractionnalisation, mais néanmoins, c'est une des caractéristiques. Tu seras fiscalisé à combien par rapport à ton livret A et par rapport à ton assurance vie? Laisse-moi finir. Si tu peux, grâce à la fractionnalisation, tu peux acheter 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros. Aujourd'hui, acheter Hermès en bourse, par exemple, ou les plus grandes capitalisations boursières françaises en bourse, tu peux pas. Enfin, c'est plusieurs mois d'épargne pour un Français. Donc c'est ça le sujet, c'est de pouvoir être un axe. Je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, mais c'est un axe de développement parce que ça pourrait te permettre de financer des start-up, des entreprises, des projets et de pouvoir donner accès au plus grand nombre à ces projets. Je rebondis sur la démocratisation. On va passer outre le sujet financement de l'innovation, mais qui sont les investisseurs sur ces projets innovants, actifs numériques, ou sur des projets justement notamment de tokenisation d'actifs réels, enfin de real economy tokenization. Qui sont ces investisseurs et comment pourrait-on effectivement atteindre un plus grand nombre, même si en volume, en montant, comme pour les portefeuilles crypto et investissement action, bon, plus d'investissement du particulier, de l'investisseur de détail dans le crypto que dans les actions, même si en volume c'est plus faible, mais qui pourrait-on atteindre demain comme investisseur intéressé par cette tokenisation, par ces actifs numériques? Je veux répondre, mais potentiellement des institutionnels, bien sûr, mais aussi des particuliers. De pouvoir, enfin, c'est un des axes. Hein, je dis encore une fois, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais aujourd'hui, on a un manque de financement de l'économie en Europe. Les particuliers, c'est tout à fait exact ce que dit Yves, sont essentiellement, à part peut-être les Pays-Bas et quelques autres pays, mais sont essentiellement en immobilier, en assurance vie, en livret. Bon. Donc très très peu dans le financement de l'économie réelle, contrairement aux États-Unis où l'essentiel de l'épargne des Américains est dans l'économie réelle. Donc ça peut être une des façons de mobiliser. Il y a d'autres, il y a des rapports, le rapport Noyer par exemple, ou qui ont mis en avant d'autres solutions également. Mais je pense qu'il faut mobiliser le plus possible. Et l'Europe, moi, il me semble, n'est pas encore en retard sur ces sujets. Pas sur le financement lui-même de l'innovation, mais sur cet axe de développement, puisqu'on est sur les actifs numériques et la deep tech. Sur cet axe de financement, il me semble qu'on a encore quelque chose à jouer. Oui. Je ne veux pas qu'on brosse un tableau aussi sombre sur le financement de la deep tech, même si des limites sont à souligner. Mais je réitère ce que j'ai dit. En Europe, on sait faire émerger des sociétés qui ont des potentiels de devenir des leaders mondiaux et on sait les financer jusqu'à un certain stade. C'est hyper important de retenir ça, parce que ça veut dire qu'en Europe, on a les ingrédients de notre souveraineté. On a le premier ingrédient de notre souveraineté, qui est le projet, les équipes, les talents et un écosystème de prise de risque qui permet à ces sociétés d'exister. C'est quand même pas rien. Toute la planète parle de Mistral aujourd'hui. Tout le monde a parlé de l'accord entre IBM et Pascal il y a une semaine. Tout le monde en parle. Donc il y a quand même quelque chose sur lesquels travailler. C'est vrai qu'ensuite, lorsqu'il y a des levées de fonds d'une taille supérieure, c'est là où on manque de portance. Je pense que je ne peux pas me résigner sur le fait que ça ne sera pas possible ensuite de répondre à ces demandes de levée de capitaux. Je pense qu'il y a des pistes qui existent. Augustin de Romanet on a mentionné certaines ce matin autour de l'unification des marchés de capitaux. Il y a probablement des travaux à faire, là je parle pour moi, hein, mais sur les convergences fiscales et des politiques peut-être d'incitation à l'installation de ce drain d'épargne. Il y a une fluidité des marchés de capitaux par la tokenisation qui peut aussi apporter une réponse, notamment pour l'épargne des particuliers. Et puis, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de plan B. Il y a deux manières de répondre aux enjeux de dette publique en Europe. Le premier, c'est de baisser la dette.
Bon, il y en a qui ont essayé, voilà. Et il y en a un deuxième qui est de créer de la valeur en face. Et encore une fois, je crois que c'est incontournable. Donc, il faut créer les modalités de l'établissement de ces nouveaux fonds d'investissement pour répondre à cette demande. Je me tourne vers Jean-Marc, parce que je pense à l'histoire de Forge, de Cité Générale Forge, et je me dis que c'est un bon exemple de comment, au sein de l'écosystème, faire en sorte que le terreau nécessaire dont on parlait soit là, de le faire émerger, de le porter, et justement de placer ses ambitions sur un niveau très très élevé en termes d'innovation. Oui, tout à fait. Je voulais aussi rebondir sur le dernier point. Alors effectivement, c'est aussi notre expérience. À la Société Générale, on a toujours essayé de promouvoir une culture d'innovation et de laisser émerger des projets parfois un peu disruptifs, et parfois ça ne fonctionne pas, parfois ça fonctionne, c'est le propre d'innovation, il faut l'accepter, il faut accepter cette difficulté au départ, mais en tout cas effectivement la capacité à faire et à tester est là. Il y a un autre élément, je pense, qui est important dans cette thématique de financement de l'innovation et de développement, au travers notamment de la tokenisation. Moi, je pense que la tokenisation, c'est un moyen, c'est un tuyau de rendre accessibles certains actifs qui l'étaient peut-être un peu moins facilement précédemment. Ça enlève de la rugosité, ça met de l'huile dans la machine financière. Maintenant, c'est vrai que ça n'enlève pas la question initiale qui est la source du financement et le fléchage du financement. Donc je dirais... tout le monde a un petit peu raison. C'est vrai qu'il y a une problématique probablement de fléchage des financements, en particulier pour les gros financements au-delà de certains montants au sein de l'Union européenne. Inversement, la tokenisation, je pense, est un moyen de rendre ce financement plus facile au sein de l'Union européenne, notamment au travers de la fractionnalisation et de la digitalisation du process que ça permet. Juste à titre d'exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais effectivement, il y a moins de 7% des Français aujourd'hui qui détiennent des actions, notamment au travers d'un PEA. C'est-à-dire quasiment plus personne, et nous on le voit bien dans les réseaux bancaires. Inversement, vous avez, je crois, 17% des Français qui détiennent de la crypto. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est beaucoup plus fun d'avoir de la crypto que des actions. C'est simplement parce que c'est des usages qui sont extrêmement faciles. C'est mobile first. Vous pouvez accéder à des investissements diversifiés au travers d'un téléphone portable. C'est extrêmement facile à opérer. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette facilité que permet le format digital, finalement, du titre financier ou de l'actif que vous souhaitez acheter. Et le deuxième élément, c'est le financement international que ça permet. On abolit aussi les frontières de l'investissement. Au travers de cette tokenisation. Et c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire rendre accessible à des asset managers, à des investisseurs étrangers, au sens hors Union européenne, des actifs européens. Et c'est vrai qu'on a plutôt des actifs de très bonne qualité en Europe, donc il y a de l'attractivité. Et inversement, diversifier peut-être des portefeuilles d'investisseurs européens plus facilement, et donc avoir une meilleure résilience de ces portefeuilles en allant chercher des actifs hors de l'Union européenne. Je crois qu'il nous reste 5 minutes. Je vais poser une question ouverte aux intervenants, à l'audience. Comment peut-on accélérer donc ce rendez-vous de l'Europe avec l'innovation ? On casse tout et on recommence. Je crois que... Je crois que... Et là, je vais peut-être à certains contre-courants, mais... Et encore une fois, je parle pour moi, mais je pense qu'on a, pour les 4 projets que je mentionnais, aussi un besoin de politique européenne industrielle. Il n'y a pas de convergence entre les Français et les 27 sur la politique d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de convergence sur la politique du quantique. Il n'y a pas de convergence sur la politique du spatial. Et il n'y a pas de convergence sur la politique de l'énergie. Quand je dis il n'y a pas de convergence, c'est pas vrai.
C'est excessif, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment de politique industrielle commune. Et je pense que ça ferait du sens aussi pour bâtir demain ces 4 pans technologiques qui sont encore une fois pour moi des conditions essentielles à nos souverainetés, d'avoir une portance politique plus importante sur ces volets. Le premier ordinateur quantique que Pascal vend, c'est Aramco. Moi, ce que m'inspire votre question, il y a un gap aujourd'hui qui s'est créé, hein, vous le savez, entre le GDP par capita aux États-Unis et le GDP par capita en Europe. Hein, aujourd'hui, la richesse moyenne des Américains, c'est 92 000 $. La richesse moyenne d'un Européen, c'est exactement la moitié, c'est 46 000 $. Il y a un gap qui est monstrueux, énormissime, qui n'existait pas il y a quelques décennies. Et tant qu'on a, je pense que c'est ce gap qu'il faut adresser. Hein, et ce que ça m'inspire, moi, c'est un peu la situation de la Suède il y a quelques années. La situation du Canada, il y a quelques années, c'était des pays qui étaient au bord de la faillite, hein, de même que l'Union européenne aujourd'hui, elle est absente partout. On va se raconter des blagues. À part sur la réglementation, on n'existe nulle part. Hein, on sait fabriquer des belles choses. Hein, on a un bel outil industriel. On fabrique des avions que personne d'autre ne sait fabriquer, des sous-marins que personne d'autre ne sait fabriquer, des sacs à main que personne d'autre ne sait fabriquer aussi. C'est important. Hein, donc on a des atouts, ça c'est clair. Par contre, peut-être qu'on est un peu dans la situation du Canada avant qu'ils fassent leur réforme, peut-être qu'on est un peu la position de la Suède avant qu'ils fassent leur réforme. Et comment ils ont fait leur réforme? Ça tient en un seul mot, et c'est exactement le contraire de ce qu'on entend, ça s'appelle de la dérégulation. Ça ne s'appelle pas on encourage la croissance et l'innovation avec de la régulation, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on fait. La recette, elle est simple. On libéralise, et on laisse les gens prendre des risques, on laisse les gens se tromper. Parce que si on ne les laisse pas se tromper, on ne laisse pas avoir raison non plus. Hein, quand c'est le régulateur qui vient vous dire « Ah maintenant ça c'est bien, ça c'est mal », c'est pas comme ça qu'on va encourager le out of the box thinking. Hein, on parlait de l'initiative de Forge qui est complètement géniale, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fabriqué. Aujourd'hui, je comprends qu'une banque n'a pas le droit de posséder des Ethers. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent s'exprimer librement là-dessus ou pas, mais c'est compliqué pour une banque de posséder des Ethers. On en détient. Hein. Ah ça vous avez dû être très très astucieux, quoi. Hein, parce qu'à un moment donné, encore une fois, il faut en détenir pour les bonnes raisons. Voilà, on détient des Ethers pour payer des frais de transaction sur les blockchains. Ouais. Mais c'est très compliqué. Voilà, pour l'investissement spéculatif. La réglementation n'est pas faite pour vous aider à prendre des risques. Hein, alors que c'est ça qu'il faut, hein, si on veut changer les choses, si on veut repasser, si on veut essayer de commencer à combler ce gap qu'il y a entre les États-Unis, entre l'Europe et le reste du monde, qui est malheureusement pas en faveur de l'Europe, il faut libéraliser, hein, il ne faut pas réglementer. Alors, moi qui suis avocate, bien sûr, ça écorche mes oreilles, hein, réglementation des réglementations, parce que justement, et je vois Stéphanie, et je pense qu'on va parler de la même chose, mais aux États-Unis, la réglementation, notamment sur les actifs numériques, sur les titres, elle est extrêmement plus complexe. Personne n'est d'accord. Est-ce que ils l'ont pas faite. Mais alors nous, on l'a dans MiCA, les instruments financiers, on les a laissés à part. Ils sont déjà réglementés. On n'a pas besoin d'une couche supplémentaire. Voilà, on n'a pas d'acteurs. On a une réglementation, on n'a pas les acteurs. Stéphanie? Alors, j'allais pas vraiment parler de ça, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde et je me dis il va falloir aller continuer le débat dehors. Mais au-delà de la déréglementation, c'était l'harmonisation de la réglementation aussi, je pense, qui est importante. Et là, c'est vrai pour des CSD, des acteurs comme nous, mais même, je vais prendre ma casquette d'avant, je viens d'un monde très fintech. Et quand on regarde le marché unique, c'est bien, mais sauf qu'en fait, les réglementations ne sont pas transposées de la même manière dans tous les pays européens. Et ce qui fait que quand on doit, par exemple, implémenter un digital KYC, ce qui est valable en France et ce qu'on peut mettre en place, c'est plus valable en Allemagne et il faut rechanger son système, etc. Et donc ça, pour moi, c'est aussi un vrai frein à l'innovation de ne pas avoir une vraie harmonisation des règles en Europe pour le développement du marché. Donc une uniformisation, c'est l'une des clés. Merci à tous. Merci beaucoup.